Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau podcast Bourse Hebdo, l'analyse de la semaine qui s'achève et le programme de ce qui nous attend la semaine prochaine. La semaine qui s'achève aura été marquée une nouvelle fois par la belle performance des indices européens qui continuent d'afficher de fortes hausses. Un CAC 40 qui est notamment revenu sur ses niveaux du printemps dernier, effaçant ainsi toute la phase de stress liée à l'épisode de la dissolution de l'Assemblée nationale, tous les épisodes de stress liés aux hésitations sur le budget et à l'instabilité politique. Donc un CAC 40 qui s'est fortement repris, une semaine marquée par les records successifs du DAX, et puis également des indices plus au sud, le MIB italien, qui lui est revenu sur des niveaux qu'on n'a pas vus depuis 2008, et avec en parallèle de ça un redressement, petit redressement du sentiment donc sur l'euro également. On a un euro qui est revenu chercher la zone quasiment des 1,05 ces derniers jours. Donc un sentiment qui s'améliore un petit peu sur l'Europe, avec quand même le sentiment d'avoir à faire de la rotation, c'est-à-dire on voit que les marchés américains, même s'ils sont quand même très bien comportés ces derniers jours, sont quand même un peu moins performants que les marchés européens, et donc le sentiment qu'il y a un peu de rotation qui intervient sur des marchés américains qui restent chers, et puis des marchés européens qui eux, en revanche, eux sont nettement moins chers, avec des multiples de valorisation en moyenne de 14-15, alors que les marchés américains sont à plus de 20 fois les bénéfices, 20, 23, 24 en moyenne, et même plus. Donc si on prend que les indices comme le Nasdaq, donc potentiellement un peu de rotation qui intervient, mais avec quand même une question qui persiste parce que effectivement on sent qu'il y a un phénomène de rattrapage sur les marchés européens, ça on le voit bien que l'alignement comme ça de plusieurs journées successives de hausse. Pour autant on se pose la question, on en parle à l'instant, des marchés américains, on reste sur ce thème des marchés américains parce que on a à faire donc un changement d'administration avec les premières déclarations de Donald Trump qui sont intervenues donc cette semaine au moment de l'investiture. On voit qu'il place donc ces différents pions en termes de début de mandat. Donc il y a des sujets sur lesquels on l'attendait beaucoup, la question des taxes douanières notamment, et on remarque là-dessus effectivement, c'est ce qui plaît aussi potentiellement pour l'instant, je dis bien pour l'instant à la partie européenne, c'est qu'il est quand même nettement moins véhément que ce qu'on a pu observer lors de ses prises de fonction lors du précédent mandat en 2017 notamment, où là le ton avait été nettement plus agressif dès le début. Donc pourquoi on a ce sentiment-là? Parce qu'on voit qu'il a tapé assez fort sur le Canada, le Mexique, en étant assez précis en termes de début de mise en place de taxes sur les importations mexicaines et canadiennes. Et on a l'impression que pour la Chine et pour l'Europe, même peut-être pour la Chine, il prend un peu de temps, un peu de gants également, on peut le dire comme ça. On voit que par rapport à la Chine, il explique qu'il y a des relations d'amitié avec la Chine, mais qu'il y a quand même l'arme des taxes douanières, et donc qu'il n'aimerait pas avoir à sortir cette arme-là. Donc voilà, d'un côté, il flatte un peu les dirigeants chinois, le président chinois notamment, mais de l'autre côté, on laisse évidemment planer la question des taxes, et on sent bien que c'est une manière douce de commencer une négociation, mais que négociation il y aura quand même. Et on a l'impression que c'est un sentiment un peu pareil pour l'Europe. On l'a à la fois entendu lors du discours d'investiture, et puis également à Davos. Il s'exprimait au forum de Davos en duplex. Et donc voilà, là-dessus, il est un peu plus ferme par rapport à l'Europe quand il a dit que l'Europe traitait très très mal les États-Unis, et que voilà, que si en gros on voulait avoir des taxes et des impôts plus faibles, il fallait produire aux États-Unis également, qu'il fallait que l'Europe achète plus de gaz, de pétrole notamment. Donc voilà, il place ses pions comme ça. Et c'est vrai que par rapport à ça, vu qu'il ne précise pas de montant par rapport aux taxes en Europe ou à la Chine, c'est vrai qu'à une époque il parle de 60% sur la Chine, ça effectivement c'était des chiffres plutôt effrayants. Là, ces derniers jours, on n'a pas encore eu droit à des montants spécifiques, des montants précis, des pourcentages spécifiques par rapport aux taxes. Donc ça, potentiellement, c'est ce qui a aussi permis d'avoir du luxe de rebondir, aux indices européens globalement de rebondir, il y a l'euro de rebondir un petit peu. Après, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que c'est une entrée en matière qui justement est un peu en trompe-l'œil, c'est-à-dire il y va tranquillement et ensuite il ira, voilà, est-ce qu'il ira tranquillement tout le long des négociations, ou est-ce qu'on commence finalement un peu différemment des fois précédentes, c'est-à-dire le taper fort sur la table pour commencer, on y va doucement, et puis si on voit qu'en face ça réagit pas trop, à ce moment-là on ira un petit peu plus fort. Donc voilà, je trouve qu'il y a quand même l'incertitude par rapport à ça, mais globalement, pour moi, le constat que je fais, c'est que ces marchés américains, à un moment donné, qu'on le souhaite ou non, sur ces niveaux de prix, vont devoir à un moment donné corriger. Quand vous avez des valeurs de la technologie américaine, mais je parle des 7 ou 8 magnifiques, ces 8 plus grosses valeurs qui ont réalisé des performances de plus de 240% en l'espace de à peine 2 ans, 25-26 mois pour réaliser 240% de performance, à un moment donné, des respirations un peu plus significatives que celles qu'on a pu avoir dans ce rallye. Depuis 2 ans, il y a eu quelques corrections,
quelques pourcents à chaque fois, mais très rapidement repris. Là, je parle de phases un peu plus de cycle, c'est-à-dire après des rallyes comme ça de plus de 200%, pendant plusieurs mois, on a régulièrement vu des phases de correction de plusieurs dizaines de pourcents, même si parfois c'est pas autant que ce qu'on a pu voir évidemment dans les phases type 2022 ou autre, là ça a vraiment beaucoup corrigé, mais des phases qui peuvent nous rappeler des périodes en 2014, 2015, 2016, où il y avait des phases de correction de 15 à 20%, et là qui avait on va dire tasser un peu le marché, c'est-à-dire qui avait cassé un peu la partie très linéaire et qui avait permis donc, du coup à des multiples de valorisation eh bien, de ne pas progresser trop fortement. Parce qu'aujourd'hui, non seulement vous avez des performances boursières qui sont importantes en termes de pourcentage côté États-Unis, mais les valorisations sont tout aussi impressionnantes quand vous naviguez à des 22 fois les bénéfices anticipés pour le SP500. Ça reste des métriques qui sont proches des plus haut historiques pour le SP500. Donc la question se pose voilà, en ce moment de à quel moment les marchés américains connaîtront des phases un peu plus latérales, un peu moins haussières, et à ce moment-là, du coup, comment se comportera l'Europe. Vous voyez, c'est un peu ça la question qu'on peut se poser. C'est pas de dire que l'Europe doit retomber de là où elle est partie ces dernières semaines, mais de considérer que si à un moment donné la volatilité doit repartir sur les marchés américains, ce qui sera forcément le cas à un moment donné, est-ce que l'Europe peut tenir le cap par rapport à ce genre de volatilité qui émergerait des marchés américains, ou est-ce que l'Europe, comme elle le fait assez habituellement, même presque quasiment tout le temps, quand les marchés américains sont plus nerveux et plus correctifs, eh bien l'Europe corrige aussi assez régulièrement. Donc voilà un peu où on en est aujourd'hui. Je dirais que c'est moins la question des valorisations européennes ou autres, qui là sont plutôt attrayantes, je trouve. Les niveaux de l'euro ou autres, ça offre des points d'entrée effectivement qui ne sont pas mauvais pour des investisseurs moyen terme, mais la question un peu du timing, est-ce que ce rallye finalement qu'on observe depuis maintenant une grosse quinzaine de jours sur l'Europe, est-ce que c'est celui qui va nous ramener sur les sommets du CAC, qui permet de dépasser ensuite les sommets du CAC hors dividende pour aller vers de nouveaux records, au-delà des 8003, 8004, ou est-ce que ça fait partie d'un processus de consolidation qui s'est mis en place sur le CAC 40 depuis déjà pas mal de mois et qui va se poursuivre ensuite? Est-ce que les niveaux du DAX qu'on a atteints sont des niveaux qui sont raisonnables? Je rappelle que maintenant pour le DAX, on avoisine presque les 18 fois les bénéfices sur le DAX, ce qui commence à faire un niveau là aussi qui devient cher pour le DAX. D'autres indices européens sont moins chers que lui. Et effectivement, souvenez-vous que pour le DAX, on disait oui, mais c'est normal parce que le DAX il est moins sensible à l'Europe, il est moins sensible à la Chine aussi parce qu'il est assez fortement orienté sur l'économie américaine, vu que les États-Unis sont devenus le premier partenaire commercial de l'Allemagne. On a souvent eu tendance à dire effectivement le DAX se comporte bien parce que comme l'économie américaine se comporte bien, qu'il y a des liens assez forts désormais, eh bien c'est ça qui fait que l'on fait un peu l'impasse sur la situation en Chine, qu'on fait aussi un peu l'impasse sur la situation en Europe où la croissance est toujours plutôt molle. Mais aujourd'hui, quand vous avez des composantes du DAX, je pense à SAP qui est une valeur technologique qui a été multipliée par 3, là aussi un 3, donc 200% de hausse, x3 en l'espace de 2 ans. La question de l'exagération sur certaines valeurs, comme on peut le penser sur certaines valeurs tech américaines, se pose pour le DAX. Et puis, il y a un sujet aussi en toile de fond qui pour moi devient un sujet, ça a toujours été, mais qui est un sujet qui taraude aussi un petit peu la Fed. On rappelle que la Fed a fait une pause là, sur ses baisses de taux après la réunion de décembre. On a bien compris qu'elle voulait voir des progrès supplémentaires sur le front de l'inflation. Et on a l'impression qu'il va y avoir un télescopage assez rapide entre Jérôme Powell et Donald Trump. Pourquoi? Parce que d'un côté, vous avez un candidat, un président fraîchement investi qui dès les premiers jours, annonce la couleur, le projet Stargate, donc, qui regroupe Oracle, SoftBank et puis OpenAI, derrière cette société derrière laquelle se trouve en grande partie Microsoft, et on parle de 500 milliards d'investissements sur 4 ans sur l'intelligence artificielle, et ça ce n'est que cette partie-là, mais sachant que probablement Donald Trump va vouloir mobiliser plus fortement les capitaux privés dans d'autres secteurs également. Et donc c'est typiquement le genre de situation où si, alors que l'inflation n'est pas encore retombée sur l'objectif, que la Fed fait une pause sur ses taux parce que justement elle se pose un peu des questions sur la trajectoire des prix dans les mois qui viennent et sur la résilience de l'inflation qu'on a observé ces 5 à 6 derniers mois avec des progrès mineurs sur les deux mesures d'inflation que sont l'inflation PCE et l'inflation CPI sous-jacente, eh bien le risque c'est que la politique menée par Trump, voulue par Trump, redresse en fait l'inflation, ou en tout cas l'empêche de revenir à 2%. Et dans ce cas-là, il y a un risque effectivement Jérôme Powell dise on ne bouge pas les taux, et Trump a bien fait comprendre hier, et c'est un message adressé presque directement à Jérôme Powell en duplex à Davos. Trump a clairement dit qu'il allait demander au président de la Fed, il allait demander à la Fed de baisser les taux, et il l'a rappelé ensuite le soir sur une autre intervention. Donc on sent bien qu'il y a une volonté de Donald Trump pour justement stimuler l'économie de baisser les taux, et de l'autre côté il faut que la Fed elle a le mandat qui est l'emploi et l'inflation. L'emploi est solide, on l'a encore vu cette semaine avec
des chiffres d'inscription au chômage qui sur des moyennes de 4 semaines restent sur des niveaux toujours faibles des niveaux du printemps dernier, même du premier trimestre dernier, donc de 2024 donc. Donc il n'y a pas de pression sur l'emploi, pas de dégradation forte de l'emploi pour que la Fed décide de reprendre les baisses de taux. Et sur l'inflation, il va falloir attendre de nouveaux chiffres, et ça on va en parler dans quelques instants. Il y aura des chiffres, notamment vendredi prochain, de l'inflation PCE, ça va être un gros rendez-vous, mais actuellement, et certains responsables à Davos ont fait part de ces questions-là, vous voyez les thèmes dont on parle, d'autres en parlent, et pas n'importe qui. Par exemple, le PDG de BlackRock, Larry Fink, là, ces 2-3 derniers jours, il n'a parlé quasiment que de ça. C'est-à-dire, enfin pas que de ça, mais sur plusieurs médias américains, Bloomberg, CNBC et d'autres, il explique qu'une de ses craintes, c'est qu'effectivement, les marchés ne soient pas très bien positionnés pour accueillir l'idée éventuellement que l'inflation puisse persister plus longtemps, voire rebondir un peu. Et il se demande si effectivement il n'y a pas une sous-estimation de la part du marché, alors pas forcément le marché obligataire, mais peut-être le marché action, sur ces questions d'inflation persistante. Et il l'a répété à plusieurs reprises. Donc effectivement, on peut se poser la question, est-ce que, alors on voit que Donald Trump, pour faire baisser cette pression un peu sur les prix, il veut que le pétrole baisse, etc., s'en servir aussi d'un levier contre la Russie pour accélérer des négociations par rapport à l'Ukraine. Donc en gros il dit aux pays de l'OPEP, à l'Arabie Saoudite aussi, il faut baisser ces prix du pétrole, donc faire d'une pierre deux coups, ça fera baisser du coup l'inflation ici aux États-Unis, et puis de l'autre côté ça permettra de faire aussi un peu pression sur la Russie pour la pousser à la table des négociations par rapport à l'Ukraine. Mais ça c'est ce sont des souhaits. Est-ce que l'OPEP évidemment va s'exécuter sur la baisse des prix ou autre, sachant que les prix du pétrole ne sont pas dramatiquement élevés actuellement. On est à 74-75 $. On n'est pas au-delà de 100 $, on n'est pas sur des niveaux de prix qui sont historiquement très élevés sur les marchés pétroliers. Donc voilà, il y a pas mal de thèmes comme ça qui se posent cette semaine. On a eu par exemple dans cette fin de semaine, on a eu la publication des indices d'activité aux États-Unis, ce qu'on appelle les PMI, PMI services et PMI manufacturiers. Donc le PMI manufacturier, ce qui est plutôt une bonne nouvelle, et c'est un peu redressé par rapport à la fois d'avant. Je crois même qu'il est passé un peu au-delà de 50, donc ce qui est ici un petit peu le retour de l'expansion de l'activité dans le secteur manufacturier qui a pas mal souffert aux États-Unis depuis pas mal de presque 2 ans maintenant, et qui était donc largement compensée parce que l'économie américaine reste très résiliente, mais elle est restée très résiliente pourquoi ? Grâce aux services, et c'est aussi à cause des services, on peut dire ça comme ça, que l'inflation, parce que la dynamique est toujours très forte dans les services, ou était très forte, que l'inflation a du mal à revenir à 2%. Donc on a vu un PMI service qui en revanche, lui, c'est beaucoup tassé d'un mois à l'autre. Il est passé de la zone des 56 à 52 et quelques, donc un tassement assez fort d'un mois à l'autre. Donc on pourrait se dire, ah bah tiens, l'économie, enfin l'activité dans les services ralentit, donc du coup l'inflation pourrait se tasser aussi. Mais le petit problème, c'est que quand on regarde les composantes de prix du PMI service, les deux composantes à la fois des prix entrants et sortants se redressent. Et il en va de même pour les composantes prix entrant et prix sortant du PMI manufacturier. Donc les 4 composantes en gros de prix des 2 indices services et manufacturiers se redressent. Et donc le risque il est quoi à un moment donné ? Il est que l'inflation ne fasse pas beaucoup de progrès, que la Fed, du coup ce qu'elle fait, elle décide de fasse une pause de plusieurs mois sur ces baisses de taux, et que face à cela, on assiste à un début de ralentissement de l'économie américaine sous la pression de taux qui seraient trop élevés. Mais Jérôme Powell ne pouvant pas les baisser plus que ça parce que attendant des signes de progrès sur l'inflation vers les 2% plus significatifs que ce qu'on a observé. Et donc est-ce qu'on n'a pas un petit risque de ce côté-là, vous voyez, et qui pourrait se traduire sur un petit risque marché du coup, c'est-à-dire des pressions sur les prix qui restent élevés, mais des indices d'activité qui pourraient commencer à ralentir un peu, type PMI service aujourd'hui par exemple. Voilà le genre de situation qui serait typiquement le genre de situation pouvant faire corriger les marchés à actions. Donc voilà pour le récap de cette semaine. Un rapide point sur l'Europe avec la presse allemande qui pense savoir que l'Allemagne va fortement baisser sa prévision de croissance pour cette année. Les prévisions précédentes étaient aux alentours de 1,1%. Là, le Handelsblatt, donc un média allemand, pense à des sources lui indiquant que ça pourrait être seulement 0,3% en termes de révision. Donc attention à ça aussi. On sait que l'Allemagne, ça fait 2 ans qu'elle n'a pas de croissance, donc on ne sera pas forcément surpris. Mais si on pensait qu'elle pourrait retrouver un peu de croissance cette année et que la prévision est très faible, alors, je ne dis pas qu'il faut se méfier de ça aussi pour les marchés actions, mais un peu quand même, à un moment donné, 2 ou 3 ans sans croissance, ça commence à faire beaucoup, et même si vos marchés actions type DAX ne sont pas que focalisés sur votre économie domestique, qui sont sur la Chine, sur l'Europe, les États-Unis, à un moment donné, là, le risque de l'économie domestique faible, ça va stimuler effectivement des
des projets pour l'Allemagne. Hein. Les responsables politiques, probablement après les élections de février, iront chercher un peu plus de dynamique et de relance ou autre, mais toujours est-il que pour l'instant le DAX, on le paie de plus en plus cher. Et à un moment donné, hein, est-ce qu'il peut y avoir une divergence aussi forte sur une situation éco en Chine, situation éco en Europe et en Allemagne, et un indice qui est aussi exposé à ces zones et qui continue de grimper comme s'il ne voyait rien. Donc attention aussi un peu à ces effets de peut-être de surpricing hein, sur le DAX, hein, un peu de cherté, qui pourrait amener un peu de volatilité dans les semaines qui viennent. On termine la partie avant de voir ce qui nous attend pour la semaine prochaine. Rapidement, des petites news de la Banque du Japon. Donc elle a relevé son taux principal de 25 points de base, c'était attendu, donc il est désormais à 50 points de base. Probablement qu'il y aura d'autres hausses de taux dans les mois qui viennent. On rappelle que l'inflation au Japon avoisine les 3%, ce qui est un niveau plutôt élevé pour le Japon, quand on sait que c'est un pays qui a traversé des phases très longues de déflation. Là, on s'installe depuis pas mal de trimestres maintenant sur une inflation qui est nettement supérieure à 2%, plutôt proche de 3%. Donc probablement encore peut-être une ou deux hausses de taux à venir. Peut-être qu'on va se rapprocher effectivement des 75 voire 100 points de base dans les mois qui viennent. Donc ça, ce sont des éléments également à noter par rapport notamment à l'influence sur le marché des changes que cela peut avoir. Et la BNS, on finit par la Banque centrale suisse, qui a menacé d'avoir recours à nouveau au taux négatif parce que le franc suisse n'a cessé de s'apprécier ces dernières années, même ces derniers mois, et ça pose un problème à l'économie suisse, aux exportateurs suisses. Et donc voilà, la BNS menace d'avoir recours à nouveau au taux négatif et même aux interventions sur le marché des changes pour faire baisser la pression et faire baisser la demande sur le franc suisse. Voilà pour ce récap hebdo. On enchaîne rapidement avec ce qui nous attend la semaine prochaine. Donc dès lundi, ça va commencer avec les PMI, les indices d'activité donc en Chine, PMI manufacturier, PMI service, important donc pour voir notamment l'activité domestique chinoise, si elle repart un petit peu, ça c'est important pour les valeurs du luxe. Ensuite on aura l'indice IFO, donc c'est le climat des affaires en Allemagne. On aura des chiffres sur les ventes de logements neufs aux États-Unis qu'on va surveiller de près aussi parce que les taux américains sont beaucoup redressés et donc voir comment ça impacte la demande de biens immobiliers. On aura également les commandes de biens durables mardi donc aux États-Unis, commandes de biens durables et confiance des consommateurs aux États-Unis, ce sera mardi. Mercredi, journée de banque centrale avec la décision de la Banque du Canada et surtout celle de la Fed, mais sans surprise, qui devrait laisser ses taux inchangés, mais ça va beaucoup nous intéresser ce que la Fed aura à dire par rapport au premier jour du mandat de Trump. Est-ce que Powell va évoquer ce sujet? Est-ce qu'il va parler d'un peu de risque inflationniste comme il avait pu l'évoquer un petit peu en décembre dernier? Donc voilà, rendez-vous intéressant, hein. Pas de nouvelles baisses de taux attendues mercredi, mais par contre un communiqué de la Fed et un discours de Powell qui seront très très attendus. Jeudi, c'est au tour de la Banque Centrale Européenne de prendre le relais. On aura également les chiffres du PIB américain pour le quatrième trimestre. Ce sera donc jeudi après-midi, et puis vendredi, une des journées probablement les plus importantes de la semaine avec les chiffres d'inflation PCE aux États-Unis. On rappelle que l'inflation PCE, c'est la mesure la plus importante pour la Banque centrale américaine, et donc on verra si les chiffres d'inflation PCE confirme la très 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 légère amélioration qu'on a eue sur l'inflation CPI sous-jacente, qui est une autre mesure. On rappelle que c'était 0,1% de moins que ce qui était attendu. On verra donc si l'inflation PCE sous-jacente, l'autre mesure, et donc celle qui est la plus surveillée par la Fed, validera cette très légère amélioration ou pas. Voilà pour le programme de la semaine prochaine. Excellent week-end à tous et rendez-vous dans quelques jours pour un nouveau podcast. Au revoir.